Bonjour mes petits chats avec un S comme le chat de l'aiguille. Aujourd'hui je vide mon sac devant vous. Mais pas de panique, pour une fois c'est du premier degré. Si vous ne me connaissez pas, je suis spécialisée en confection sur mesure, flou et tailleur, ainsi que prof de couture à domicile depuis des années. Et au fait mes petits chats, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Et oui, à la fin de cette vidéo, je vous offre un e-book qui va vous apprendre la vraie méthode de prise de mesure afin de réaliser vos tenues parfaitement sur mesure, que ce soit les vôtres ou celles de vos proches ou moins proches, bref. Et en plus, je vous offre la possibilité d'obtenir un code promo de moins 50% sur mes e-books de modélisme, le buste de base et le pantalon de base, car c'est par là que tout commence, pour ensuite apporter les modifications qui construiront vos modèles uniques. Alors, comme je vous le disais, mes petits chats, aujourd'hui je vide mon sac, et donc au sens propre du terme, c'est vraiment du premier degré. Pourquoi je fais ça? Parce que la moitié de mon activité, on va dire, consiste à donner des cours à domicile et à animer des ateliers collectifs. Donc je me trimballe avec un sac qui est lourd, qui est plein de choses indispensables, et si je vous dis ça, c'est qu'à chaque fois que j'oublie une chose, et bien comme par hasard, j'en ai besoin ce jour-là, et je regrette de l'avoir oublié. Donc je vais tout vous détailler avec l'utilité de chacune de ces choses. Alors là, on est sur un sac, vraiment je l'ai trouvé par hasard un jour dans une grande surface bien connue à petit prix. À l'origine, c'est un sac à tricot. Et j'ai trouvé que les poches intérieures et l'organisation de ce sac me convenaient parfaitement bien. Donc j'en ai détourné l'usage, pas tout à fait, parce qu'entre le tricot et la couture, il y a quand même, on peut quand même faire des parallèles. Mais voilà, moi je le trouve extrêmement bien fichu. Et donc je vais vous détailler aujourd'hui tout ce que contient ce sac à chaque fois que je pars chez une élève, ou un élève, parce que j'ai quelques garçons quand même, ou animer des cours collectifs. Enfin, ça peut paraître un peu décousu comme ça, parce qu'il y a autant de couture que de modélisme, que de voilà, des petites choses pour bricoler, des bazars. Pourquoi je prends toujours tout pour partir en cours? Bah, tout simplement parce que entre deux séances, je ne sais pas forcément ce qui s'est passé dans la vie de mon élève, ce qu'elle a décidé de réaliser entre temps, est-ce qu'elle m'a prévenu, voilà. Parfois j'arrive et elle me dit ah bah tiens, au fait je voudrais savoir comment on fait du biais. Bon bah j'ai mon appareil à biais, donc vous voyez, il est toujours là. Ah au fait j'ai retaillé j'ai retracé un de mes patrons, mais j'arrive pas à faire l'emmanchure. Et ben pour ça j'ai mon perroquet, donc je vais l'aider à retracer son emmanchure par exemple. Voilà, donc il y a toujours un truc qui n'était pas prévu. Du coup bah, je prends tout. Maintenant j'ai décidé de ne plus rien oublier, et il y a toujours la même chose dans mon sac. Donc on va commencer par la règle japonaise que j'ai laissé volontairement dans son étui. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est ma 3e règle japonaise. J'en consomme beaucoup, ça s'abîme beaucoup. Pour peu qu'on ait passé le cutter rotatif pour couper et que j'ai fait une entaille, vous voyez, parfois quand on trace, bref, ça s'abîme rapidement. Donc je garde mon étui, histoire que celle-ci dure un petit peu plus longtemps que les deux précédentes. Mon perroquet préféré, c'est celui-là. Alors il en existe de pas mal de sortes, hein, des perroquets. L'alternative au perroquet, c'est le pistolet. Alors quand on a des pistolets, normalement, en général, ça se vend par 3. C'est-à-dire qu'on a le grand pistolet et les deux petits. Alors pourquoi perroquet pistolet? C'est tout con, hein, c'est vraiment tout bête comme explication. C'est parce que le pistolet, il peut se porter comme un pistolet. Voilà, c'est idiot, hein, mais c'est comme ça. Et qu'un perroquet, il a un coup de perroquet, donc voilà, c'est le meilleur moyen de retenir. Donc on a des pistolets grands, moyens, petits. À un moment, j'avais même, quand je dessinais les patrons de base à la main, à l'époque, j'avais même identifié la meilleure courbe pour dessiner l'encolure dos et l'encolure devant. Vous voyez, sur le moyen perroquet. Bon, je fais plus ça depuis longtemps, parce que maintenant je l'ai fait sur ordinateur, mes patrons de base. Mais voilà, c'est des vestiges. Donc ça, c'est le modélisme. Si on continue dans le modélisme, je vais essayer quand même de structurer le contenu de mon sac, histoire de ne pas vous perdre complètement. Quand on doit dessiner des petits ronds, alors je m'en sers pas souvent, hein, je vous l'avoue, mais de temps en temps ça rend bien des services, et une fois que vous l'avez à vie, donc c'est pas non plus une dépense excentrique. En modélisme, on a besoin également, pour dessiner par exemple une pente d'épaule sur un patron de base, on a besoin d'un rapporteur. Donc lui, c'est bien Maped, effectivement, qui fait ça. C'est le rapporteur que mon fils utilisait quand il était au collège et au lycée, hein, donc c'est pas un gros investissement. Ensuite, évidemment, une boîte pleine de crayons, de stylos, de gomme, de taille crayon. J'ai également ma roulette à patron. La roulette à patron qui va avec le papier
Le papier calque qui vous permet de décalquer un tracé d'un papier sur l'autre ou d'un tissu sur l'autre. Donc ces deux-là vont ensemble, d'accord. Je vous mettrai en description toutes les références des produits que j'affectionne particulièrement. Voilà, bon, sinon je ne vais pas vous détailler toute ma boîte, il y a des feutres, il y a des crayons en pagaille, un taille-crayon parce que c'est toujours mieux d'avoir une mine bien pointue quand on dessine des patrons. Ça, ces petites pinces là, je les ai mises là parce que de temps en temps, quand on veut pivoter une pince, eh bien c'est intéressant d'avoir un pic pour pouvoir pivoter, fermer, ouvrir une pince pour la transférer à un autre endroit du patron. Donc j'ai toujours mes pics ici. Et puis le stabilo, je m'en sers surtout, ça c'est mon petit conseil personnel quand on ouvre un nouveau patron. Le point le plus important au tout début du patron, c'est de trouver à quel endroit est écrite la fameuse phrase qui dit si les marges de couture sont incluses ou non incluses. C'est-à-dire s'il faut les ajouter ou si elles sont déjà présentes et de combien elles sont. Pourquoi c'est primordial? Parce que quand vous utilisez un patron, si le modèle que vous avez réalisé vous plaît, vous va parfaitement bien et vous voulez le décliner, le refaire 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, vous allez à nouveau galérer à dire « Ah zut, alors j'ai encore oublié, est-ce que les marges sont comprises ou pas? Et où est-ce qu'elles sont ?» Et bien une fois que la fameuse phrase est marquée au stabilo, on ne l'oublie plus, on sait la retrouver d'un seul coup d'œil et ça vous fait gagner un temps fou parce que tous les patrons, même dans une marque précise, tous les patrons ne sont pas marge comprise ou marge non comprise. Donc ça, c'est la petite astuce de chef. Ne pas oublier dans cette boîte un compas, parce que quand on fait ses patrons à la main, c'est important de pouvoir parfois tracer des cercles au compas, ou quand on n'a pas d'équerre, de pouvoir tracer une perpendiculaire avec un compas. Je suppose que vous vous souvenez comment on faisait à l'école pour tracer une perpendiculaire. Si vous vous souvenez pas, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous expliquer ça. Et si un jour je fais une vidéo spécifique au patronnage, je vous montrerai ça dans le détail. Voilà, ça c'est ma boîte à crayons. Alors j'ai eu la bonne idée, je pense que j'aurais dû avoir cette idée il y a longtemps, et ça m'a pris un temps fou. J'ai eu la bonne idée, maintenant que j'ai une petite fille qui adore les gommettes, je lui ai piqué une gommette coccinelle pour mettre en haut de ma boîte, parce que quand je la mets dans mon sac, je la mets dans un sens précis, et je m'ai aperçu, je me suis aperçu, on va continuer à essayer de parler français correctement, que mes feutres avaient tendance à baver. Vous voyez, donc maintenant que j'ai cette gommette, c'est tout bête, hein, mais ça rend bien des services. Eh bien, je mets les feutres et les stylos billes dans le bon sens pour éviter qu'ils ne fuient dans mon sac et dans ma boîte. Voilà. Donc, petite astuce de chef, la petite gommette qui va bien, qui vous dit de rentrer votre boîte dans ce sens-là. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Voilà. Hop, donc la boîte, on va la laisser de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, si vous voulez, je vais peut-être vous détailler tout ce qu'il y a dans cette... Alors ça, c'est formidable parce que je voulais le faire depuis longtemps, mais comme j'ai pas le temps, je l'avais jamais fait. Et quand j'ai trouvé ce sac, je me suis dit, bingo, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, il y a des tas de petits rangements. Alors, je vais vous détailler tout ça. On va pousser toutes les règles pour que je puisse vous montrer en détail toutes ces petites choses qu'on a là. Alors, on a pas mal de ciseaux. J'ai une passion pour les ciseaux. Ils ont tous une utilité très particulière. Alors ceux-là, c'est une de mes élèves qui me les a donnés et qui me les a offerts. Et effectivement, pour couper des choses qui sont très rigides, très épaisses, très difficiles à couper. Et quand je ne veux pas bousiller mon ciseau de coupe, parce que ça c'est très précieux, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien j'utilise celui-ci. Il a une force incroyable, bien que la lame soit toute petite, mais il est extrêmement costaud. Et il est capable de cranter par exemple une grosse épaisseur sur de la laine bouillie ou de faire un cran très précis sur du simili, du cuir. Enfin, donc lui il est petit et costaud. Lui j'aime bien l'utiliser pour dégarnir, cranter, couper des petites choses, des petits morceaux de tissu ou dégarnir une couture anglaise par exemple entre la première et la deuxième couture. Lui c'est celui qui coupe mes fils. Voilà, il est tout petit, mignon comme tout. J'en ai déjà eu plusieurs comme ça, parce qu'on en fait un usage quand même. Le métier de rémouleur n'existant quasiment plus, il est assez rare de trouver un rémouleur sur sa route. J'en ai trouvé un il y a 2 ans en traversant un village de Seine-et-Marne. J'ai fait une marche arrière pour vite aller à son camion, parce que j'avais pas trouvé de rémouleur depuis longtemps. Et il m'a refait même mes pinces, mes ciseaux, enfin bon. Mais ça reste quand même un métier qui est rare, qui se raréfie et qui ne se renouvelle pas. Donc il faut prendre soin de ces ciseaux, c'est très important, et parfois on est obligé de les renouveler. Donc là, il y a mes 3 petits ciseaux, j'en ai d'autres en haut à l'atelier, mais ça c'est ceux que j'emporte. Hein. Je vous rappelle, le thème de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon sac quand je pars donner un cours chez une élève ou un cours collectif. Mais il y a aussi du matériel qui reste là-haut à l'atelier. J'ai également un certain nombre de pinces. Alors celle-ci, c'est ma petite chouchoute. C'est une pince à écharde, elle est très dangereuse parce que même si je mets mon doigt comme ça fait mal, hein. Ça pique très très fort. Mais n'empêche qu'elle est très bien réglée, elle pince très fort et
elle peut attraper n'importe quoi. Elle peut m'aider aussi, quand je suis en train de coudre, à tirer un bourre-franc qui a tendance à se mettre de travers. Voilà, elle rend plein de services, elle est formidable. Celle-ci, c'est une bête pince à épiler. Qui sert également à pincer des tas de trucs. Enfin, après, en fonction de l'ouvrage sur lequel vous êtes en train de travailler, parfois vous vous dites, bah, c'est celle-là qui va bien fonctionner, parfois c'est une autre. Vous voyez, donc on s'adapte, on adapte les outils en fonction de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est la pince de ma surjeteuse, mais je l'embarque parfois parce que elle peut aussi rendre des services. Voilà. Mais c'est typiquement la pince qui a été fournie avec ma surjeteuse Brother. Donc ça, c'était les pinces. Là, on va arriver à des choses un peu plus insolites. Alors, non, avant de passer à l'insolite, ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Toutes les couturières et tous les couturiers connaissent ça, d'autant que c'est fourni avec toutes les machines à coudre, d'accord? Dès que vous achetez une machine, dans le petit matériel avec les pieds de biche, etc., vous avez ça. C'est le découvite. Donc, on l'ouvre, oh, et on voit son petit découvite. Alors, mon conseil personnel, c'est toujours de remettre le bouchon de manière à avoir une bonne prise en main. Parce que je ne vous cache pas que ce petit bout-là, il est tout petit, et que parfois, c'est pas suffisant pour découdre. Alors, petite précision utile. Le découvite, ça marche comment? Ça sert à rien de rentrer dans la couture le petit bout de la pointe là et puis tirer comme une brute pour casser le fil, puisqu'en fait tout au bout ici vous avez une lame qui est très 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 aiguisée, c'est comme un scalpel, donc il suffit de passer la pointe dans la couture et de forcer jusqu'au bout de la lame et ça casse tout seul, d'accord? C'est pas la peine de tirer comme une patate là sur vos coutures, d'accord? Bon voilà, le découvite c'est un classique, hein, c'est un standard. Après on va passer à quelques insolites. Alors, on pousse tout ça. Le premier, alors vous avez certainement remarqué, j'ai des ongles. C'est pas par coquetterie, hein, sinon ils seraient vernis, sinon je ferais une fraîche manucure, mais j'ai jamais fait ça. Et quand ils sont vernis, j'arrive plus à m'en servir. Non, j'ai des ongles parce que c'est mes outils de travail et que sans mes ongles, j'arrive pas à travailler. Donc forcément, il me faut une lime à ongles parce que parfois ça accroche, il y a un petit bout qui accroche et quand on travaille sur des tissus délicats, il faut pas que ça accroche. Il s'agirait pas de les abîmer et de bousiller une robe de mariée, une robe de cocktail ou que sais-je, ou une dentelle parce que j'ai pas ma lime à ongles. Donc ça c'est indispensable. Ça me ressemble à une coquetterie, mais ça ne l'est pas du tout. Ici, j'ai un petit crochet de taille... alors, ça pourrait être une autre taille, on s'en fiche. Hein, c'est une taille 2,5. Parce que parfois, il y a une tirette à récupérer, par exemple, sur un tissu dont le tissage est très ajouré. Si c'est un tissu de récup, si on fait de l'upcycling et que voilà, il y a une tirette, et ben, ça me permet d'aller chercher hop, une petite tirette. Il est là, il pèse rien, donc je peux très bien l'embarquer, c'est pas un souci. Là, je vais vous montrer mon insolite de première catégorie. Il a un peu souffert. Je vous cache pas que cette fourchette, elle n'a pas vu d'escargot depuis un bon bout de temps. Mais c'est ma fourchette à escargot qui me sert. Alors, vous voyez, j'ai même une pince à bijoux si je veux redresser. Parce que là, je sais plus ce que j'ai fait avec, mais elle a un petit peu souffert. Donc, on peut voilà, la redresser pour lui redonner un petit peu une allure de pince à escargot. Voilà. Je devais le faire depuis longtemps, vous voyez, c'est l'occasion. En fait, la pince à escargot, je ne sais pas si j'ai un zip à portée de main, mais... Alors, imaginons que ça soit un zip. Tiens, on va se dire que c'est un zip, avec une tirette. Est-ce qu'il y a un trou, là? Non, ça ne va pas marcher. Bon, imaginons que je sois en train de poser un zip. Vous avez la machine à coudre avec le système, le gros boîtier avec l'aiguille. Vous avez un tissu, un zip, un autre tissu qui fait office de doublure. Et puis à un moment, quand vous cousez votre zip, le pied de biche avance et vous devez déplacer le curseur pour finir votre couture. Et bien souvent, vous avez la main qui coince ici sur le boîtier de la machine, vous avez les deux tissus comme ça, vous tirez, vous poussez sur votre pied de biche en position relevée et puis vous n'arrivez pas parce que voilà, la main passe pas, enfin c'est trop compliqué. Il vous suffit de prendre cette fourchette à escargot, vous soulevez votre tissu, vous passez une des pointes de la fourchette à escargot dans la tirette et wow. En fait, elle permet de prolonger votre main, vous voyez, sans avoir toutes les phalanges qui gênent et qui coincent. Voilà, ça c'est mon astuce, je la donne à toutes mes élèves qui sont ébahis à chaque fois de voir à quel point une fourchette à escargot peut vous rendre des services. Alors, je m'en sers également quand je pose un zip invisible. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà posé un zip invisible, vous savez que quand on met le pied de biche à zip invisible, il ne suffit pas de rentrer l'écran dans la coulisse du pied, il faut quand même avec le doigt dérouler l'écran du zip. Et si votre pied de biche est ici et que vous déroulez et que vous glissez votre doigt un peu trop loin, ici l'écran va se réenrouler. Et parfois on a du mal à rester tout près du pied pour que l'écran reste déroulé. Eh bien, si je la pose comme ça sur l'écran de mon zip et que je glisse en même temps que je couds, ça me permet de garder l'écran du zip invisible déroulé plus facilement, sans avoir à solliciter le doigt pour appuyer sur l'écran. Voilà, ça fait partie des petites astuces. Donc c'est un insolite, ça surprend toujours, mais ça me rend bien des services. Ma fourchette à l'escargot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la fameuse craie dont je me sers de moins en moins, vous la connaissez certainement. Elle est vendue avec une boîte de craie de plein de couleurs.
Bon, au début, je l'aimais bien parce que quand les pointes sont très bien aiguisées, ça permet de marquer vraiment un point précis, alors que la craie est faite pour marquer des traits. Et puis finalement, bah, elle s'émousse assez vite. Pour la tailler, il faut vraiment sortir la mine beaucoup, beaucoup, parce que le taille-crayon qui permet de lisser de tailler cette craie, voilà, il est pas facile. Enfin bref, cet outil m'a assez déçu. Il y a la gomme qu'on peut utiliser, mais bon, il est là, je m'en sers très peu. Là, il y a un stylo effaçable à l'eau. Hein. Ici, alors bon, il y a des choses que je vais vous passer rapidement parce qu'elles ne me servent pas beaucoup. Ici, j'ai un tube qui contient des tas d'aiguilles à broder. Vous voyez, c'est un tube qui permet de transporter ces aiguilles. Je m'en sers pas beaucoup parce que j'ai... Alors, vous allez rire. Une couturière qui n'a pas son petit livret joli avec une petite pression, c'est incroyable. Mais j'ai jamais le temps de faire des choses pour moi, donc je l'ai toujours pas fait. Donc j'ai pris quelques morceaux de feutrine comme ça, que j'ai surjeté bêtement, dans lesquels j'ai ma collection d'aiguilles. Mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien me faire un joli petit livret, comme on voit sur beaucoup de vidéos, avec une petite pression, un petit lacet. Bon, voilà, moquez-vous, c'est l'occasion, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai ça, et puis j'ai les aiguilles à broder qui sont là-dedans, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là dans cette pochette? On a un tube de colle, hein, on a aussi du scotch là-haut. Ça, c'est quand on fait du patronage, hein, ou alors quand on achète un patron PDF. Quand une élève a acheté un patron PDF et qu'en début de cours, eh ben, on scoltine le collage des feuilles. Bon, donc forcément, on a besoin soit d'un stick de colle, soit d'un rouleau de scotch. Alors, je vous conseille quand même d'avoir un bon dévidoir de scotch parce que j'ai vu tellement de gens qui se contentaient d'avoir le rouleau puis qui cassaient avec les dents ou qui cassaient des bouts de scotch au ciseau. Enfin, c'est tellement pénible. Alors qu'un dévidoir efficace avec une scie crantée ici qui fait des beaux morceaux, ça vous fait gagner un temps fou dans l'assemblage de vos feuilles. Là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, des coordonnées. Je vous ai montré, je vous mettrai le lien ici de la vidéo sur les fronces. À la fin de la vidéo sur les fronces, je vous ai montré une méthode pour passer des fronces avec du coordonné. Voilà, ça me sert à ça. Ça sert aussi, comme tous les fils épais, ça peut servir à plein de choses. Je ne vais pas vous détailler, mais au moins j'en ai toujours en réserve. Hein. Ça peut servir. C'est toujours pareil, hein, quand on remplit un sac comme ça, on se dit toujours ça peut servir. Ça, c'est la réglette qui va avec la craie. Alors, elle a dû rester à l'atelier. Vous savez, la craie de chez Prime qui permet soi-disant de dessiner ses marges de couture. Le problème, c'est pour ça que je m'en sers plus d'ailleurs, le problème c'est qu'elle est réglée sur 1,5 minimum et que, pour moi, une marge de couture c'est 1, c'est pas 1,5. Et puis j'ai adopté une autre méthode pour ajouter mes marges de couture, je vous en parlerai peut-être plus tard. Donc ça c'est là, mais ça ne me sert plus. En revanche, une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est à avoir suffisamment d'épingles à nourrice dans sa sacoche. Parce que, alors cette sacoche, elle me sert aussi quand je vais faire des essayages chez les gens, chez les clientes. Et quand on fait un essayage et qu'on veut garder une épingle à une place précise sur un vêtement qui est très ajusté, eh bien, on ne va pas laisser l'épingle parce que si jamais la dame doit se déshabiller en passant le vêtement par la tête, par exemple, l'épingle ne va pas rester en place. Donc, on remplace ces épingles par des épingles à nourrice pour être sûr de bien maintenir la position de la retouche à effectuer ou de la couture ou de la pince. Voilà. Donc, c'est important d'en avoir quelques-unes. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une loupe. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une loupe parce que celle-ci, une fois que ma main droite est occupée, j'ai plus que ma main gauche pour travailler. Donc, c'est compliqué. Je l'ai prise quand même parce qu'elle est toute petite et facile à transporter. Mais ce dont je me sers le plus, c'est de cette mallette qui contient une loupe. Waouh! Une loupe qui se porte voilà, autour de la tête. Qui peut même se mettre devant les lunettes et avec une lumière. Je me suis fait ce petit cadeau il y a 1 an ou 2, je crois, parce que parfois quand on a des travaux très délicats à effectuer, eh bien c'est important d'avoir une loupe et de pouvoir soit enlever des coutures. Par exemple, si vous avez déjà enlevé une couture noire sur un tissu noir, tiens, bon courage. Sans loupe, c'est assez compliqué. Il y a une lampe orientable, je la trouve vraiment très très chouette cette loupe. Je pense que je vous mettrai le lien d'ailleurs de cette loupe en description si vous voulez en faire l'acquisition. Et elle est livrée avec sa mallette, avec une petite torchette pour nettoyer. Et avec, il y a combien de loupes? Il y en a 5, de 5 grosseurs différentes. Depuis que je l'ai, je ne jure plus que par ça. Avant, j'avais une loupe qui se clipse sur les lunettes, mais je la trouvais moins pratique, un petit peu plus lourde. Voilà, ça c'est pas mal non plus, c'est certainement moins cher. J'ai pas les prix en tête, mais c'est certainement moins cher.
Mais depuis que j'ai celle-ci avec la lumière intégrée, je trouve ça fantastique. Alors, vous voyez que ça peut paraître un peu obsessionnel comme ça, mais tout ce qui s'abîme beaucoup, tout ce qui a des lentilles, etc., j'ai mis des petits sacs à bijoux pour protéger, pour éviter les rayures, parce que ça s'abîme tellement vite, et c'est pas la peine de racheter ça tous les 4 matins, vous voyez. On essaye quand même de faire un peu d'économie. Voilà, donc elle a déjà sa pochette et son petit sac de transport, mais voilà, toutes les autres, je les protège avec des petits sacs. Hop. Et on referme, et c'est pas très lourd, et c'est assez facile à transporter, ça rentre même dans la mallette. Alors bon, quand elle est pleine, elle est quand même, elle est bien dodue, hein, mais voilà, elle contient quand même pas mal de choses. Ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien pour l'instant. Alors parfois, oui, j'ai toujours, pardon, j'allais oublier, j'ai toujours quelques pinces Vario. Pour moi, elles ont une utilité qui est très très limitée. Alors j'en vends, hein, quand j'ai des élèves qui ont besoin d'acquérir des pinces, j'en ai des sacs de 300, non, des sacs de 100. Donc voilà, je peux en fournir, j'en ai toujours d'avance. Mais quand je vois des vidéos de nanas qui font des tutos couture et qui mettent des pinces partout, y compris sur des tissus très légers, des satins, bon, je trouve ça ridicule. Parce que ça a un poids, ça entraîne le tissu, ça fait clac, clac, clac sur la machine. C'est plus difficile à enlever qu'une épingle. Les épingles, elles sont faites pour épingler, point. Ça sert quand on ne peut pas épingler, c'est-à-dire sur du simili, du cuir, de la toile cirée, ou alors quand on fait un manteau dans une laine très épaisse, quand on a beaucoup d'épaisseur, effectivement, le fait d'épingler, vous voyez, quand vous épinglez beaucoup d'épaisseur, eh ben, vous allez provoquer, quand vous remontez votre épingle, vous allez provoquer un décalage entre vos deux épaisseurs. Donc c'est très compliqué d'épingler, il faut des épingles très longues. Donc dans ces cas-là, la seule solution, c'est ça, d'accord? Ça permet de pincer vraiment solidement, parce que le ressort est quand même assez balèze. Et de maintenir en place sans créer de décalage. Donc ça, c'est formidable. Mais c'est tout. Il ne faut pas utiliser ça à tout bout de champ pour un oui, pour un non. C'est même contre-productif sur des tissus légers. Hein. Alors, un petit élastique, ça peut toujours servir, mais je ne vois pas pourquoi je vous en ferai toute une littérature. Donc, on va le laisser là. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous demande 2 petits instants pour ranger tout mon petit bazar. Comme ça, je fais place nette. Et puis, je vous reprends quand j'ai terminé. Alors, me revoilà. Donc, je vous montre un peu du dessus à quel point c'est plein à craquer là-dedans. Donc, je vais vous sortir tout ça au fur et à mesure. Puis après, on passera à ces étrangetés qu'on a là. Mes ciseaux. Alors, on continue dans la catégorie des ciseaux. Vous voyez que je lui ai fait un petit étui. Surtout pour lui. Alors, c'est un Fiskars, c'est pas non plus la Rolls des ciseaux. Il y a des gens qui ont des ciseaux tailleurs, des ciseaux japonais, des ciseaux magnifiques qui coûtent une fortune. Moi, j'ai celui-là depuis longtemps. C'est une lame de 23 cm. Alors, c'est vrai que la qualité Fiskars a quand même beaucoup baissé ces dernières... je dirais ces 20 dernières années. À l'époque, quand on achetait un Fiskars il y a 30 ans, 40 ans, c'était vraiment la référence, ça durait toute une vie, c'était vraiment la grande qualité. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Donc voilà, c'est une question d'investissement. Si vous avez les moyens d'investir dans des tissus, dans des ciseaux japonais de très grande qualité, de toute façon, s'il y a un ustensile en couture sur lequel il faut vraiment concentrer son investissement, c'est ça. Donc soit on n'a pas les moyens de s'offrir des ciseaux très très chers qui font plus de 80, 100, 150 euros, et dans ce cas on se rabat sur un Fiskars, mais du coup on lui fait son petit couffin de protection, vous voyez, de manière à ce que, moi là pour le coup c'est un sujet sur lequel je peux être picorigide. Alors déjà, une paire de ciseaux de coupe, elle se fait à votre main, donc elle vous appartient, donc on ne la prête jamais. On n'emprunte jamais les ciseaux de coupe de quelqu'un d'autre, ça il faut être très très ferme sur le sujet. Et quand on fait de la couture à la maison et qu'on a son atelier qui est mélangé un peu avec le salon à côté de la cuisine, etc., on interdit strictement au reste de la famille de prendre ça pour couper un truc de la cuisine, un emballage ou que sais-je, ou pour jouer à couper des bouts de papier pour les enfants. C'est le vôtre, il vous appartient strictement. Et il ne faut pas en démordre. Du coup, moi, quand je le pose toujours délicatement. Je ne le choque jamais avec d'autres objets métalliques. Et donc, il a son petit couffin. Vous voyez, et quand je reviens à l'atelier et que je vide tout mon bazar pour remettre en place mon matériel, eh bien, je vous montrerai que là-haut, à côté de la planche à repasser, je lui ai fait également un petit étui comme un holster de revolver, vous voyez. Et donc, quand j'enlève de là, eh bien, je le remets dans l'étui
qui est juste qui est pendu à côté de la centrale vapeur. Comme ça, il est toujours protégé et il n'a jamais de choc. Donc du coup, ça lui garantit une longévité impressionnante. Voilà. Enfin, j'espère. Ça fait longtemps que je l'ai et je compte le garder longtemps encore. Ça, alors c'est peu de gens connaissent, mais c'est des ciseaux hirondelles. J'adore ces ciseaux. Ils permettent ils permettent de dégarnir. En général, c'est à ça que ça sert. Je trouve que leur forme est très ergonomique. Voilà, ça permet de passer entre deux épaisseurs quand on veut dégarnir en escalier, par exemple, une seule marge de couture sur les deux. La séparation est plus facile. Voilà, c'est un ciseau hirondelle. C'est Prime qui fait celui-là. Je m'en sers pas très souvent non plus, parce que pour dégarnir, je vous ai montré le petit doré qui est là-dedans. Voilà, mais il est là. Et il me sert de temps en temps. Alors celui-ci, c'était, il y a longtemps, c'était mon ciseau préféré pour couper les fils. Et puis, il s'est un peu il s'est un peu desserré. On n'a jamais réussi à le réparer vraiment. Mais comme il est beau, je le garde. Et en fait, il me sert, vous allez trouver ça surprenant, mais il me sert, alors je vais vous sortir tout ça pour pouvoir vous détailler ça tout à l'heure. C'est parce que mes craies sont tout au fond. Hop. Il me sert à tailler les craies. Alors, je ne vais pas faire ça sur la table comme un gros cochon. Je vais faire ça dans mon petit tiroir. Vous voyez, une craie, ça se taille, d'accord? Donc, celle-ci, ça fait un moment qu'elle n'a pas été taillée, mais je la taille généralement de ce côté-là. Et avec le petit ciseau, on va pouvoir tailler notre craie, hop, de chaque côté, de manière à ce que la tranche soit vraiment très très fine et qu'on puisse faire des traits. Alors sur quoi je pourrais vous faire ça? Des traits très fins. Bon, alors là, elle n'est pas assez taillée, hein, donc vous pouvez vous marrer, il n'y a pas de souci. Mais quand le trait est très fin, eh ben, ça permet vraiment de faire un tracé très précis. Alors, vous le savez peut-être, mais je vais vous le rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous allez découvrir un truc. Quand on trace un trait avec une craie comme ça, on ne fait pas des trucs comme ça avec la pointe de la craie. Vous voyez, ça fait un gros pâté, c'est moche, c'est dégoûtant ça. On prend justement la tranche qui a été bien taillée et on fait un trait très sec, très net avec la tranche. Vous voyez qu'il est beaucoup plus fin, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on taille ces craies. C'est parce qu'on se sert vraiment de la tranche à plat comme ça, ok? Donc, alors, puisque je suis dans mes petits tiroirs là, du coup ces ciseaux-là me servent essentiellement à tailler mes craies. Alors, vous voyez ces petits tiroirs, alors chacun a son organisation, ça c'est la mienne. Je trouve qu'elle est extrêmement pratique parce que justement ça me permet de trimballer toutes mes petites affaires et quand je reviens à l'atelier, ah bah tiens, j'ai retrouvé je fais une petite digression, une petite parenthèse, j'ai retrouvé le fameux taille-crayon de la craie qui est ici. Et en fait, le trou est tellement profond que pour aller tailler au fond de la lame, il faut sortir au moins 3 cm de craie. Et donc c'est pour ça que je le trouve pénible et que je m'en sers quasiment plus. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ici, j'ai des craies de toutes sortes. Et figurez-vous que j'ai également des morceaux de savon. Parce que oui, le savon, ça marque aussi très très bien sur le tissu. Alors de préférence sur des tissus foncés. Mais je pense que si j'essaie de faire un trait ici, hop, vous voyez, ça c'est du savon. C'est incroyable, hein, ça fait des traits très précis, tout blanc. Et puis bah, ça s'efface facilement puisque c'est du savon. Voilà, donc si vous avez des savonnettes dans les toilettes ou dans la salle de bain, que vous arrivez au bout comme ça, eh ben, gardez des petits morceaux, ça se taille aussi très facilement. Vous voyez, si je veux tailler mon morceau de savon pour qu'il fasse une marque très précise, eh ben, je peux aussi le tailler. Hop, et il va faire une marque beaucoup plus nette. Bon, hein, voilà. Alors, donc on a fait le tour, j'ai des vieux rogatons, mais j'ai quand même des craies qui sont relativement neuves, et puis j'en ai un stock de toutes les couleurs. Alors c'est important d'avoir des craies de toutes les, enfin quand je dis toutes les couleurs, les basiques c'est bleu, blanc, rouge et jaune, d'accord? C'est important d'avoir les 4, au moins ces 4-là, parce que en fonction des tissus, vous allez adapter la couleur de la craie. Parfois sur un tissu blanc, la rouge marque quasiment pas, donc on va préférer la bleue. Et il n'y a pas de règle absolue, vous voyez, on teste et puis on voit ce qui marque le mieux. Mais si vous n'avez qu'une rouge et une blanche, parfois vous aurez du mal à marquer. Voilà, donc il en faut quand même 3 ou 4 couleurs. Ça, je vous en parlerai après. Hop. Donc on a vu les craies, on peut laisser ça de côté. Ça, c'est mon petit attirail de couture à la main. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas travailler sans ça. C'est mon petit enfil aiguille qui me permet, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Dans ce cas-là, ce petit ustensile est bien pratique parce que vous voyez que la petite patte qui est là, elle est métallique. Donc, elle est forcément plus solide qu'un fil et donc elle arrive plus facilement à rentrer dans le chat de l'aiguille.
hop, donc là je suis rentrée dans mon chat, je rentre le gros chat dans le petit chat, le fil dans le gros chat, du coup j'arrive plus facilement à viser, et j'attrape mon aiguille et hop, le fil est enfilé, je sors le gros chat du petit chat et mon fil a suivi. Et voilà, et mon aiguille est enfilée. D'accord? Donc ça c'est mon indispensable pour enfiler mes aiguilles. J'ai toujours 2 fils de bâti, un rose et un jaune. Alors là, pour le coup, sur le bâti, je crois que la couleur, on s'en fiche vraiment. Il existe du blanc aussi, j'en ai là-haut à l'atelier. Mais bon, voilà, il faut toujours avoir du bâti sur soi parce que le bâti... Alors, c'est vrai qu'en tailleur, on a tendance à beaucoup bâtir parce que les épingles, ça rend bien des services. Mais parfois, on ne peut pas épingler. Ou alors, on est obligé d'épingler sur l'endroit pour ensuite piquer sur l'envers. Et dans ces cas-là, par exemple, on est obligé de poser un bâti. Quand on fait, voilà, c'est vrai qu'en tailleur, on s'en sert quand même beaucoup parce qu'il y a des méthodes d'assemblage et de montage qui sont très spécifiques, très particulières, et les épingles sont pas adaptées. Donc, il faut avoir du fil à bâtir. La particularité du fil à bâtir, c'est que il se casse très facilement. C'est un fil de coton qui est pas très épais, et donc quand on passe un bâti, en général, on fait pas de nœud. On fait un petit point arrière au début et un petit point arrière à la fin pour maintenir son fil. Mais voilà, c'est quand même, ça fait partie des classiques de la couture. Donc j'ai ça, j'ai encore pas mal d'aiguilles là-dessous. Et puis j'ai pas mal de dés à coudre. Alors, mon préféré, c'est quand même celui-ci, c'est un classique. Donc le dé à coudre, en général, se pose sur le majeur. Et quand on pique, on pousse, vous voyez, je rentre et je... Alors, je ne vais pas y arriver. À tous les coups, je ne vais pas y arriver. Je rentre mon aiguille et je pousse avec mon dé. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, on a tendance à plus servir du doigt qui porte le dé parce que ça fait comme un pansement, on se sent handicapé. Mais avec un peu d'entraînement, donc je rentre mon aiguille et je pousse avec le doigt. Je rentre et je pousse. D'accord? Le geste, c'est ça. Et du coup, bah, vous pouvez travailler beaucoup plus vite avec un dé. Mais c'est vrai que ça demande un peu d'entraînement. Alors, il y a des dés qui sont un peu plus originaux. Celui-ci, par exemple, qui ne prend que le bout du doigt, mais qui laisse l'ongle dépasser. Si vous avez un ongle qui est trop long pour votre dé, vous pouvez utiliser celui-là. Sinon, il existe des dés bagues aussi. Alors, c'est un peu plus dangereux, parce que si vous visez mal et que vous plantez le dos de l'aiguille ici, c'est désagréable. Mais bon, voilà, elle est réglable. C'est une option. Alors ça, c'est dans ma boîte de dés, mais c'est plus pour passer les feuilles. Hein, c'est pas vraiment adapté à des aiguilles. Il existe celui-ci en Kevlar aussi. Alors, il faut trouver la bonne taille. Moi, le mien, il est légèrement trop grand. Et du coup, je l'utilise pas très souvent. Bon, voilà, on a pas mal de dés différents. Donc, je les ai tous... Et puis, de temps en temps, on m'offre des dés. Alors, j'en ai qui sont très mignons. Voilà, des petits cadeaux de mes élèves, ça arrive. Donc, ça, c'est ma boîte de dés à coudre, enfin, de couture à la main. Ensuite, on va passer à cette boîte-ci. Alors, pourquoi je vous la garde en dernier? Parce que moi, c'est ma méthode de rangement pour les aiguilles machine. Pourquoi je fais ça? Parce que, alors, il y a certainement des gens parmi vous qui ne savent pas qu'une aiguille machine, ça se change. Et ça se change en fonction du tissu qu'on utilise. Ça n'a rien à voir avec la tension ou quoi que ce soit, d'accord? Une aiguille machine, ça s'adapte à l'épaisseur du tissu, à la nature du tissu. Donc, il faut en avoir de toutes sortes. Là, vous voyez, j'en ai, ça c'est des jerseys, là il y a des 60, 70, 80, 90, des microtex, des jeans, des cuirs, des doubles aiguilles, voilà, il y en a de toutes sortes. Et donc, l'idée, comme sur une aiguille, sauf si c'est marqué sur la boîte, vous savez que ça c'est des 80 de chez Schmetz, mais quand vous regardez votre aiguille, je vous défie de trouver au premier coup d'œil quelle est sa taille. Si elle est toute seule dans une boîte comme ça et qu'elle n'a pas été correctement rangée, vous ne savez pas quelle est sa taille. Alors, on y arrive quand même avec une loupe et la lumière du soleil, on arrive à voir la taille qui est gravée en haut de l'aiguille. Et je vous donne une petite astuce, si vous n'arrivez pas bien à distinguer, parce qu'en fait, si je vous prends des angles de 80 et 90, c'est des chiffres qui sont pleins de ronds, pleins de courbes. Et donc, parfois, entre 80 et 90, on a du mal à lire. Il se trouve que les tailles d'aiguilles sont toujours des doubles notations. Là, il y a marqué 80/12. Et sur la 90, eh bien, il y a marqué 90/14. Donc, si vous n'arrivez pas à différencier le 80 du 90, dès que vous voyez un 12 ou un 14 derrière la taille, eh ben, vous avez compris qu'il s'agissait soit d'une 80, soit d'une 90. D'accord? Ça, c'est ma petite astuce quand on galère à retrouver la bonne taille. Quoi qu'il en soit, des aiguilles comme ça posées en vrac dans une boîte, c'est exclu, c'est pas possible ça. Et si vous vous trompez de taille d'aiguille sur votre machine, imaginons qu'hier soir vous ayez fait un ourlet de jean, hier soir ou avant-hier soir, vous avez fait un ourlet de jean, il s'est passé 24 heures, 48 heures, vous avez fait autre chose, vous avez oublié sur quoi vous avez travaillé. Et vous
pensez que votre mémoire est fiable. Vous vous dites, bon, bah, puisque j'ai travaillé sur cette robe de mariée il y a 2 jours, allez hop, on reprend le travail, on continue. Mais vous avez oublié entre-temps qu'il y a eu ce jean. Et que vous avez pris la peine de prendre une aiguille jean de type, je sais pas, jean 130 par exemple. Et vous voilà parti à travailler avec une aiguille jean ou cuir, encore pire, sur un voile de mariée. Et donc vous faites des gros trous comme ça, le voile file de partout et c'est foutu. Et allez expliquer à votre cliente que vous êtes bourré d'aiguilles. Ça la fout mal quand même. Donc, l'idée, là où je veux en venir, ça a l'air un peu long comme explication, mais vous allez vite comprendre. Là où je veux en venir, c'est que quand mes aiguilles sont bien rangées, que devant mon tiroir, j'ai la boîte qui contient l'aiguille qui est sur ma machine en ce moment. Et bien, quand je reviens à l'atelier, je remets mon tiroir dans son bloc tiroir, d'accord? Peu importe, et je sais par transparence que la boîte 80 est devant, donc j'ai une 80 sur ma machine. Quand je change d'aiguille, je remets mon aiguille 80, je la mets derrière, je prends par exemple une 90 et je mets la boîte devant. D'accord? Alors, et du coup, en un seul coup d'œil, sans me fier à ma mémoire, je sais exactement ce qui est sur ma machine. Bon, ça, c'est mon système de rangement. Il en existe plein. Hein. Je suis pas, vous voyez, je vous dis pas que c'est le système ultime et qu'il faut que tout le monde adapte le même. C'est le mien. C'est celui que j'ai trouvé. Je le trouve formidable. Maintenant, il existe aussi des organiseurs d'aiguilles. Chez Prime, je crois qu'ils en font un avec des cases. Il y a des gens qui se le fabriquent eux-mêmes. Sur le principe, vous avez la taille de vos aiguilles, la nature de l'aiguille universelle, cuir, jean, jersey, etc. Et puis, vous avez vos aiguilles qui sont rangées, et quand vous prenez une aiguille, vous la remplacez par exemple par une épingle à tête. Et donc, vous savez que s'il y a une épingle à tête ici ou sur votre organiseur, et ben, c'est l'aiguille 80 qui est sur la machine. Vous voyez, donc voilà, il y a plein d'astuces comme ça, mais en tout cas, il faut absolument trouver votre système de rangement, votre astuce, pour être sûr de jamais vous tromper et de jamais piquer un voile de mariée avec une aiguille cuir 130 ou jean 120, enfin, vous voyez, ça serait dramatique. Voilà, donc ça, c'est mon système de rangement d'aiguilles. Et du coup, bah, je les emporte avec moi parce que parfois, on commence un ouvrage avec une élève et puis elle n'a pas les aiguilles adéquates, donc je peux lui prêter une aiguille spéciale le temps du cours. Voilà. Et puis ça, alors ça, c'est une astuce que j'ai piqué à des gens qui ont fait une masterclass il y a quelques années sur Internet sur les astuces de couturière. Et c'est vrai que j'ai trouvé tellement formidable cette astuce que je l'ai adoptée. C'est une boîte de tic-tac, donc il a fallu que je me sacrifie. J'ai mangé des tic-tac, honte à moi. Mais n'empêche que cette boîte de tic-tac, elle me sert de cimetière pour les vieilles aiguilles, les vieilles épingles, les aiguilles cassées, les aiguilles tordues. Alors j'en ai tout un tas. Bon, je passe pas ma vie à les regarder, hein, mais c'est assez marrant de voir à quoi peut ressembler une aiguille tordue quand elle a bien souffert. Et en tout cas, je les collecte et quand la boîte sera pleine, bah, j'irai jeter ça à la déchetterie. Ça évite de les laisser traîner n'importe où. Vous voyez, donc c'est une boîte de tic-tac. Hop, vous avez reconnu, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez reconnu mon super pique-épingle. Celui-ci, on l'a beaucoup fabriqué dans les ateliers collectifs et même avec certaines de mes élèves en cours particulier parce qu'elle est vraiment hyper pratique et vous la retrouverez dans la vidéo qui est ici au sujet de la meilleure manière d'épingler vos tissus et vos patrons. Donc on la voit, c'est ma petite starlette, on la voit de temps en temps pointer le bout de son nez dans mes vidéos, mais je l'adore, elle est fantastique, elle me permet de ranger mes épingles par catégorie, par taille, donc vous voyez qu'il vaut mieux avoir toutes sortes d'épingles. Parfois on me demande qu'est-ce que je préfère comme épingle, ben aucune, elles ont toutes leur utilité, c'est comme les ciseaux, il faut en avoir plein de toutes sortes parce que tous ont leur utilité. Voilà, ça c'est ma petite chouchoute. Un de ces quatre, je vais lui donner un nom d'ailleurs, parce qu'elle le mérite, tout simplement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va continuer à vider son sac. Alors, je vous parlais de ciseaux tout à l'heure. On a les cutters rotatifs. Alors, moi, mes petits chouchous, c'est toujours des Fiskars. Il en existe de plein de sortes, des cutters rotatifs. Il y a plein de marques. Il y a beaucoup de cochonneries. Les petits machins rouges, pas rouge, mais vert et jaune, là, qui se poussent comme ça. C'est vraiment de la cochonnerie, à mon sens. Hein, ça n'est que mon avis, mais je le donne quand même. Parce que le système manque de fiabilité, manque de sécurité. Enfin, pour pousser et rétracter la lame, c'est pas facile à faire, c'est pas très intuitif. Bien souvent, il y a un truc où vous tirez pour rétracter la lame et vous poussez pour la rentrer, et le cerveau a du mal à comprendre ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une lame qui est restée sortie comme ça et que vous posez sur la table alors que vous manipulez des tas de trucs, c'est extrêmement dangereux. Et le Fiskars, c'est pas le seul, mais il a cette particularité d'avoir un bouton de rétractation de la lame, ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez terminé de couper, là vous armez et là vous désarmez. Alors, le défaut, je conçois qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui soient gauchères. Le défaut, c'est que je crois que Fiskars n'a pas fait de version gaucher. Et alors, je ne saurais pas vous dire quelle marque. Je sais qu'il y a une marque qui a fait ça. Et je me demande si c'est pas le vert et jaune que j'aime pas particulièrement, mais qui permet
d'enlever la lame et de la retourner dans l'autre sens pour en faire un cutter de gaucher. Ça serait à vérifier, mais bon, voilà. Alors, autre inconvénient, mais ça c'est comme tout, hein, c'est que la lame c'est ce qu'on appelle un consommable, c'est-à-dire que ça s'abîme, ça s'use, et je suis pas sûre que ça se... Alors, si certains d'entre vous ont trouvé l'astuce pour aiguiser le bord de la lame, eh bien n'hésitez pas à me le donner en commentaire, je serais ravie de... Parce que je suis pas sûre que les techniques du style coupé dans du papier d'alu fonctionnent vraiment bien, et je voudrais pas les bousiller, donc si vous avez des idées pour ça, sinon bah, ça se rachète, hein, c'est inconsommable, donc ça se change. Donc là j'ai une lame de 45 et une lame de 60, pourquoi j'en ai deux? Parce qu'il y en a un que je réserve au tissu et l'autre au papier. On est d'accord que comme les ciseaux de coupe, hein, comme les grands ciseaux, celui-ci ne sert que pour le tissu. Pour le papier, j'ai des ciseaux à papier qui sont là-dedans. Et pour les cutters, bah, c'est pareil, hein, votre cutter, si vous n'en avez qu'un, réservez-le à votre tissu. Si vous en avez deux, écrivez dessus pour pas confondre tissu et papier. Et ça, c'est mes ciseaux à papier. Alors, je vous reparlerai de cette trousse un petit peu plus tard, tout à l'heure. Mais bon, voilà, dans la catégorie coupe, on a aussi les cutters. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, écoutez, puisque la trousse est là, on va en parler. Alors, cette trousse, je vais vous sortir aussi hop, ma petite bouteille d'huile. Alors, vous voyez, elle est âgée, hein. Elle date un peu. Je crois qu'il en reste encore pas mal. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai nettoyé des machines chez mes élèves. Je leur ai appris à nettoyer leurs machines. Je leur ai appris à l'entretenir. Un jour, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que ça, c'est primordial. Et donc, quand on remet de l'huile dans sa machine, c'est pas de l'huile d'olive, hein, c'est pas de l'huile de moteur, c'est pas de l'huile de colza, c'est de l'huile de la vaseline minérale extra blanche spéciale machine à coudre. Donc, il s'en vend aussi des petits bidons, vous n'êtes pas obligé d'acheter le gros bazar comme ça. Mais il n'empêche que ça fait des années que je l'ai et que à chaque fois que je nettoie une machine chez une élève, j'en mets une goutte dans le boîtier de canette, une goutte sur le crochet, une goutte dans la tige, le bras qui permet le mouvement de l'aiguille. Et il m'en reste encore. Donc, mais en tout cas, il est important, primordial d'en avoir et de nettoyer très fréquemment votre machine. Alors, mon docteur machine préféré me dit toujours que quand on exerce le métier de couturière, on doit nettoyer sa machine tous les jours parce qu'on coupe beaucoup. Je vous cache pas que j'ai pas le temps de faire ça tous les jours, mais je le fais au moins une fois par semaine. Si vous cousez tous les week-ends, par exemple, eh ben, vous allez le faire une fois par mois et regraisser votre machine à chaque fois. D'accord. Si vous cousez occasionnellement quand vous êtes en vacances, par exemple, eh ben vous le faites au moins une fois ou deux dans l'année. C'est important de faire ça. Hein. C'est comme si vous ne faisiez jamais la vidange de la voiture, bah, à un moment elle va se détériorer et elle va finir par casser. Et donc avec le nettoyage, c'est pour ça que je voulais faire un focus sur cette trousse, j'ai également tous mes pinceaux de nettoyage, dont un qui est protégé parce que c'est mon pinceau gras. C'est-à-dire que quand je vais chez une élève qui a une machine mécanique avec le boîtier de canette vertical, eh bien, on ne peut pas déposer une goutte dans le boîtier vertical d'une machine mécanique. On est obligé d'aller tartouiller dans le fond du boîtier pour bien huiler la partie mécanique qui fait une rotation du métal sur le métal. D'accord. Et donc, bah, pour ça, on est obligé d'avoir un pinceau. Et puis pareil, quand on ouvre le boîtier supérieur de la machine pour aller graisser en haut, on ne peut pas non plus toujours déposer une goutte en haut de l'arbre de la machine. On est obligé de tartouiller. Donc je vous montrerai hein, en détail comment on procède. Et puis ces pinceaux-là, c'est important pour aller un peu partout dans les coins. C'est des pinceaux de gouache, d'aquarelle, hein, c'est des pinceaux d'école. Hein, il n'y a rien de particulier. C'est juste qu'ils sont longs et qui permettent d'aller dans les recoins. Alors que le petit pinceau qui est parfois fourni avec votre machine ne vous permet pas d'aller dans les recoins. Voilà. Donc j'ai tous ces pinceaux-là et mon pinceau gras à disposition pour pouvoir procéder à des nettoyages machine. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on a le mètre ruban, un classique. Hein. Alors moi, j'aime pas l'enrouler parce que ça le déforme. Il a tendance à faire comme un ressort, donc je préfère le plier et lui mettre une petite pince. Alors j'ai vu il y a pas longtemps un petit réel sur Instagram, je crois, ou Facebook, je sais plus, qui expliquait une astuce très très chouette. Je pense que je vais vous mettre un lien vers cette petite astuce pour perforer, mettre un élastique, blablabla. J'ai envoyé ça à mes élèves de groupe de cours collectifs qui ont bien apprécié et je pense que je vais vous le mettre en lien ou en incrustation. Voilà. Donc moi je le ferme avec une pince, je trouve que c'est plus pratique. Ah oui, à propos de pince, j'allais oublier. Si vous allez dans les magasins de bricolage, vous trouverez, alors il y en a des plus gros encore, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps des plus gros que ça. Ça c'est vachement bien, des petits serre-joints comme ça. C'est vachement bien quand on a un tissu qui a tendance à glisser sur la table. Quand vous devez couper votre tissu, et ben bloquez-le avec un petit serre-joint comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais au moins, ça peut maintenir le bord de votre tissu. Ça peut aussi maintenir votre papier quand vous avez un grand patron à faire et que vous dessinez sur un rouleau de papier.
Voilà, donc ça c'est intéressant à avoir toujours sur soi, ou au moins à l'atelier. Voilà, j'en ai quelques-unes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon appareil à biais. Alors, je vais vous parler de ça en détail, parce que j'ai acheté cette boîte il y a quelques années maintenant, et je m'aperçois que je me sers toujours du même appareil à biais. Donc dans cette boîte, il y a 4 appareils de 4 tailles différentes. Je ne vous cache pas que celui-ci, il est vraiment minuscule. Enfin, moi, je m'en sers jamais, j'y arrive pas. Le seul avantage de cette boîte, c'est qu'il y avait une boîte d'épingles fournie à l'intérieur et qu'on a un poinçon qui vous permet de tirer le tissu à travers votre appareil à biais. Vous voyez, quand vous rentrez votre tissu ici, vous allez pouvoir le tirer comme ça avec le poinçon pour le faire ressortir, plier à l'autre extrémité. Donc ça c'est pratique, mais en même temps avec une pointe de ciseau on peut y arriver, c'est pas non plus... Donc voilà, celui qui me sert le plus, je crois que c'est celui-là, le rouge, c'est le 18. Vous voyez, il y a la taille qui est marquée derrière. Et en fait je me suis fait un gabarit, il y a déjà pas mal de temps, je m'en sers tout le temps. Je me suis fait un gabarit de biais qui me permet d'avoir toujours la même largeur. Je sais que quand on coupe une bande de biais de 40 mm, eh bien on obtient un biais fini de 2,1 avec l'appareil numéro 3 rouge. Si vous voulez vous faire un gabarit pour chacune des tailles, ça vous évite de galérer à chaque fois à dire ah ouais, alors pour sortir telle dimension de biais, combien il faut déjà en largeur, je sais plus, je vais C'est comme l'histoire du stabilo avec les marges de couture, vous voyez, quand on peut se créer des petits outils comme ça, des petites astuces qui permettent de gagner du temps pour la prochaine fois, eh ben c'est important de les mettre en place. Donc moi, comme c'est celui qui me sert le plus, j'ai mon gabarit pour l'appareil rouge, et j'ai jamais ressenti l'utilité de faire les autres, mais si un jour ça se présente, eh ben je ferai un gabarit pour les autres. Vous voyez, donc je le garde là. Hop. Voilà, donc on range. Et alors, pourquoi je trimballe toujours mon appareil à biais avec moi? C'est c'est pour la même raison que ce que je vous expliquais au tout début. Alors après, c'est pas très lourd à transporter non plus. Et il suffit que je le prenne pas, que je le laisse à l'atelier pour que mon élève me dise « Ah mais comment on fait du pied sans l'acheter dans le commerce ?» Eh ben, on en achète un appareil à biais, seulement je ne l'ai pas aujourd'hui, donc je ne peux pas vous montrer. Donc maintenant, je le laisse dans ma sacoche, il est là tout le temps. Comme ça, au moins, on n'est pas embêté, on n'est pas perdu. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Donc, la dernière chose, c'est ma caverne d'Alibaba, ma malle au trésor. Alors oui, c'est une boîte à bijoux. Donc vous allez vous voir. Oh, je me vois dans le miroir. C'est une boîte à bijoux qui contient tous mes pieds de biche et tout un tas de bricoles dont j'ai besoin régulièrement. Alors, le plus gros d'entre eux, c'est le pied à double entraînement. Ça, c'est de la grosse artillerie lourde. Quand on veut piquer des tissus qui se décalent beaucoup, le velours, le cuir, le simili, la toile cirée, des tissus qui vraiment vous enquiquinent, pour pas être vulgaire. Hein. Donc celui-là, il est formidable. Il coûte en fonction des fournisseurs entre 35 et 47 euros. Donc c'est un investissement. Hein. Mais une fois que vous l'avez, en fait, ça marche comment? Vous voyez, vous avez une deuxième griffe d'entraînement ici, ce qui fait que quand vous travaillez avec ce pied, vous avez la griffe d'entraînement de la machine, plus celle du pied. Et donc ça entraîne, comme ça, en double, le tissu, pour éviter les décalages. D'accord? Donc ça, c'est magique, c'est formidable. Nous avons ici une vieille canette qui a été sacrifiée, qui a servi pas mal de fois de tournevis. Bon, ça, c'est juste pour l'anecdote. Ça fait bien longtemps que je m'en sers plus. Parce que figurez-vous que donc j'ai pas mal de tournevis ou d'ailettes pour dévisser des tas de trucs. Celle-ci, c'est la Brother. Ceux d'entre vous qui ont une Brother reconnaissent, c'est l'ailette de chez Brother qui permet de dévisser les vis de la plaque, la vis d'aiguille, enfin tout un tas de vis. Celle-ci, on la retrouve dans la plupart des machines mécaniques et dans les autres marques d'électronique que Brother, puisque Brother a vraiment celle-ci uniquement. Peut-être que je l'ai déjà vue sur des petites Brother genre FS40 ou quelque chose comme ça. Je suis plus très sûre. Je me demande si c'est pas celle-là à chaque fois. Bref, c'est des ailettes. Alors, pour information, sur celle-ci, vous avez quelque chose d'intéressant. Bon, là, c'est le tournevis, on l'a vu. Et ça, c'est le petit tournevis qui vous permet de régler la tension du boîtier de canette. Le fameux boîtier que vous allez retrouver ici dans la vidéo qui parle de l'enfilage des machines mécaniques. D'accord? Quand la tension de votre boîtier de canette est trop faible ou trop forte, c'est avec ce petit tournevis que vous allez donner pas plus d'un quart de tour et puis vous retestez et puis éventuellement un petit quart de tour en plus et vous retestez à chaque fois, vous refaites 2-3 longueurs parce que la tension c'est quand même délicat. Il faut arrêter de régler la tension à 0 et à 9. Faut pas faire ça. Hein. Les tutos qui vous disent tu mets ta tension à 0 et ça va te faire ça et tu mets ta tension à 9 et ça va te faire ça. Faut arrêter ça. Hein. Ça ne fait pas de bien aux machines, elles n'aiment pas du tout. Bon, et puis depuis que j'ai ma super Innovis 1100, eh bien, ils ont fourni avec ce fameux tournevis
qui a l'avantage, quand on dévisse sur le côté, là vous avez votre aiguille ici, et vous avez le support d'aiguille. Quand vous devez mettre un pied comme ça, vous devez également dévisser le support d'aiguille qui est sur le côté, avec le petit clips là. Et bien, celle-ci, comme elle a des petites butées sur les côtés, elle permet de dévisser sans perdre... Enfin, c'est vachement plus pratique. Moi, je l'adore, ce petit tournevis. Mais il n'est pas toujours fourni. Parce que quand on achète une grosse machine, on a le privilège d'avoir ce petit tournevis, visiblement. Qu'est-ce qu'on a là? Alors oui, en termes d'ailettes, qui rejoint... Vous avez peut-être ça. Ça, je crois que c'est celui de Maneki. Donc voilà, en ailette pour dévisser les vis, vous avez tout ça. Donc si vous trouvez ça dans votre pochette à pied de biche, ne les jetez pas, hein, surtout. C'est hyper important de garder ce petit matériel parce que c'est difficile à retrouver. Je ne sais pas si on retrouve ça sur Internet pour le racheter après coup. Bon. Ensuite, alors, j'ai tout un tas de pieds. Je vous ai déjà fait une vidéo avec le pied ourleur. Je vous ai fait également la semaine dernière une vidéo avec le pied à surfil. Qui est ici. Je ne vous ai pas encore fait de vidéo sur ce pied qui s'appelle le pied R chez Brother et qui permet non pas de faire des ourlets invisibles, ça marche jamais, hein, il est fait pour ça à l'origine, mais ça marche jamais. En revanche, pour faire des surpiqûres, des sous-piqûres très délicates, en piquant soit à gauche, soit à droite de la petite réglette, en réglant sa position d'aiguille, il fait un travail fantastique, je l'adore, mais pas pour ce à quoi il est destiné à la base. Ça, c'est un pied plus large que le pied standard, qui vous permet de faire de la broderie, enfin des points fantaisie plutôt. Ça, c'est un pied à rouleau, d'accord? Alors, qui fait le pied à rouleau, on va dire qu'il réalise 20% de ce que celui-là est capable de faire. En gros, si vous avez besoin de compenser un décalage entre deux tissus et que vous n'avez pas la grosse Bertha qui est là, le pied à rouleau peut vous aider. Mais il est quand même 5 fois moins efficace que celui-là. Ici, on a, je ne sais pas pourquoi il y en a deux, mais il y en a deux, c'est des pieds à zip, d'accord? Ça, c'est le pied à zip invisible, avec ses deux coulisses à l'arrière et un trou central. Ça, c'est un pied téflon. Ça, c'est un deuxième pied téflon. Ça, c'est un pied pour poser les boutons. Alors, c'est une merveille quand on a une dizaine de boutons à poser. Moi, je m'en sers quand je fais des chemises, par exemple. Quand on a beaucoup de boutons à poser, on est bien content de l'avoir, celui-là. Et il est fantastique quand votre machine vous permet, en appuyant sur un bouton, de dire « fais-moi un bouton ». Sinon, ça demande beaucoup d'installation. Ça demande, alors, par exemple, sur une machine mécanique, je l'ai pas là, mais il y a une petite plaque. Généralement, on ne sait pas à quoi ça sert. La petite plaque transparente, elle vous sert à neutraliser la griffe d'entraînement pour pouvoir piquer sur place. Et ensuite, on va venir mettre par-dessus, voilà, c'est ça, ce pied-là qui permet de poser les boutons. C'est-à-dire que vous posez votre bouton en dessous. Comme il y a une patte en caoutchouc, ça évite au bouton de glisser. Ensuite, vous réglez l'écartement de votre aiguille pour piquer dans le trou de gauche et dans le trou de droite. Mais si vous ne mettez pas la plaque qui va en dessous, alors imaginons que ça soit ça ma plaque. Si vous ne mettez pas la plaque en dessous qui permet de neutraliser la griffe d'entraînement, eh ben vous allez, même si vous vous mettez à 0, il va y avoir une légère progression parce que même à 0 de longueur de poing, la griffe elle va quand même continuer à tourner. D'accord? Et donc, il faut absolument isoler la griffe d'entraînement. Parfois, sur les machines, sur toutes les browsers, il y a ça. À l'arrière, il y a un bouton qui désactive la griffe d'entraînement, qui la baisse. Du coup, on pique, on est dans le vide, quoi. On pique vraiment sur place. Et donc, avec ce pied-là, on n'a pas besoin d'isoler la griffe puisqu'on descend avec le bouton derrière la machine. Mais voilà. Donc, c'est la différence entre ce pied-là et celui-ci. C'est pas les mêmes systèmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ce pied-là. Alors, j'en suis pas toujours très contente. Moi, j'ai une formation classique en couture, assez traditionnelle. Donc, le biais, je le pose en 2 coutures, point barre. Je sais comment on fait. Mais alors, celui-ci, il y a un cas dans lequel il rend bien des services quand on pose du biais. Vous voyez, c'est un pied à coulisses qui permet de régler la largeur du biais. Vous mettez votre biais ici à l'intérieur. Vous le faites passer comme ça. Ensuite, vous insérez votre tissu ici pour que le tissu soit pris en sandwich dans les bandes de biais, et vous cousez en une seule couture. Bon, alors moi je suis pas hyper fan, il y a des gens qui utilisent ça tout le temps. Pour moi, un biais c'est traditionnel, ça se coud en 2 coutures, point barre. Mais quand on a un biais à poser sur de l'arrondi, je vous cache pas que celui-ci, il est vachement bien. Il fait du beau travail et ça vous évite les aléas des arrondis. Quand on a un arrondi très... Vous voyez, comme ça. Quand on fait un bob, par exemple. En fait, c'est l'année où j'ai fait des ateliers collectifs où on faisait des bobs. Et donc, à un moment, on doit coudre sur le rond qui est au-dessus de la tête. D'accord? On doit coudre la bande qui est autour du bob. Et bien, pour ganser la couture intérieure ronde comme ça, ce pied-là nous a rendu bien des services. Voilà. Mais c'est à peu près le seul cas dans lequel je me sers de ça. Ensuite, on a ce pied à coulisses. Alors, lui, il est formidable parce que il me sert surtout
Vous voyez la différence entre le pied à zip standard et le pied à coulisse, c'est que lui, à l'arrière, il est plus large qu'à l'avant. C'est pour pouvoir se poser, imaginons que ça soit l'écran du zip. Il va se poser sur l'écran du zip et il va pouvoir coulisser le long d'écran du zip pour venir piquer le plus près possible. Mais on a quand même cette partie arrière qui est plus large. Eh bien, quand vous cousez, par exemple, alors est-ce que je peux vous donner un exemple? Je vais essayer de vous trouver quelque chose qui puisse coller. Imaginons, alors je vais prendre mon aimant, peut-être que ça va marcher, ça. Imaginons que j'ai une grosse épaisseur ici et que je sois obligé de piquer cette grosse épaisseur sur un tissu qui est en dessous. Je vais être gêné par l'arrière du pied, vous voyez, alors que celui-ci, eh ben, il va me permettre de piquer vraiment au ras de mon truc qui est très épais, là, sans être gêné. Vous voyez, quand on fait par exemple des sacs, pour celles d'entre vous qui font beaucoup de sacs, des sacs à main, des sacs de voyage, des trousses, qui ont beaucoup d'épaisseur et beaucoup d'arrondis, beaucoup d'angles, eh ben, ce pied-là, il est fantastique parce qu'il peut contourner comme ça. Si vous avez une grosse épaisseur de pochette à coudre, voilà, il va contourner l'obstacle sans problème. Et il va pouvoir piquer dans la petite encoche le plus près possible de votre boudin ou de votre passepoil ou de votre je ne sais quoi. D'accord? Donc ça, c'est vachement bien. Et moi, je m'en sers également pour faire la finition entre l'extrémité inférieure d'un zip invisible et le bas de la couture. Pour faire la jonction entre les deux, il m'arrive de me servir de celui-là. Peut-être que je vous ferai une vidéo détaillée sur le sujet un de ces jours. Là, c'est pas l'objet. Hein. Je veux juste vous faire l'inventaire de tout mon petit bazar. Ici, on a un pied qui est formidable pour faire... ce qu'on appelle du piqué libre, c'est-à-dire que le ressort qui est là, alors je crois que ouais, voilà, le ressort qui est là, ça c'est posé au-dessus de l'aiguille de la machine et ça vous permet de faire des sauts de puce. Alors les fois où je m'en sers le plus de celui-là, c'est quand je dois par exemple positionner des fleurs ou des morceaux de dentelle sur sur une robe de mariée, sur un volant, sur un voile, je ne sais quoi, eh bien, plutôt que de tourner mon ouvrage pour piquer tout autour de ma fleur et qu'elle soit bien appliquée, eh ben, en fait, je pose ce pied-là, qui est un piqué libre, donc mon aiguille va rentrer à cet endroit-là, et je vais pouvoir faire des sauts de puce comme ça, et appliquer ma fleur de dentelle, sans avoir à retourner mon ouvrage, vous voyez, parce qu'elle avance, donc je désactive mes griffes d'entraînement, je pose ce pied et c'est mes mains qui vont pouvoir décaler mon ouvrage comme ça pour pouvoir piquer tout le tour du sujet en dentelle. Donc ça, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Bon, des petites bricoles. Hein. Alors, je ne suis pas sûr de l'efficacité de ce truc, vous voyez, pour aiguiser les ciseaux. Ça a été fourni avec Fiskars. Je ne suis pas persuadée que ça bousille pas les lames, donc je m'en sers quasiment jamais. Bon, je ne suis pas hyper confiante. Ça, c'est pour poser des pressions. Avec un gros coup de marteau, bam, ça permet de poser des œillets, pardon, des œillets. Okay. Cette tige-là, elle est hyper intéressante. Alors elle, vous pouvez la trouver sur Internet, elle se vend séparément, vous pouvez l'acheter en option. Je crois que je vais vous mettre un lien dans la description pour l'acquérir, cette petite tige. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous ferai une vidéo sur le sujet peut-être. Vous l'insérez dans une petite patte ressort qui est à l'arrière du support de pied de biche. Vous avez l'aiguille ici. Et en fait, elle vous permet de régler l'écartement entre votre aiguille et la valeur d'écartement que vous souhaitez quand vous faites du matelassage. C'est-à-dire que si vous voulez coudre des lignes parallèles à 3, 4, 5, 6 cm de largeur, eh bien le fait d'avoir cette tige-là, ça vous permet, une fois que vous avez fait votre première couture au centre de votre ouvrage, vous allez pouvoir ensuite décaler votre ouvrage ici, et votre guide, ça sera l'alignement de votre première couture sur la tige. Pendant ce temps-là, à 6 cm à gauche, vous avez votre aiguille qui pique en parallèle. Vous voyez? Donc je vous ferai peut-être une démonstration là-dessus parce que alors ça, c'est formidable. Ça a l'air de rien, mais c'est génial. Je ne vous conseille pas de vous en servir pour maîtriser vos marges de couture parce qu'encore une fois, si vous utilisez des artifices pour être sûr d'avoir une marge de couture de 1 ou 1,5, vous n'apprendrez jamais à coudre droit. C'est comme si on n'enlevait jamais les petits trous du vélo, on n'apprend jamais à faire du vélo. D'accord? Donc les artifices, les bouts de scotch et tout ça, je vous explique tout ça dans cette vidéo sur la marge de couture. Ça, on s'en sert que pour faire du matelassage, parce que c'est sûr que votre œil, il va avoir des difficultés à maîtriser une largeur de 5 à 6 cm. Alors qu'avec un peu d'entraînement, vous savez maîtriser une marge de couture de 1 cm. Donc, on ne s'en sert que pour le matelassage et des ouvrages de ce type. D'accord? Pas pour autre chose. On a presque fini. Je vous demande quelques instants pour ranger tout ce bazar avant de passer à mon petit bricolage qui est là. Et on aura fait tout le tour.
Alors, je reviens vers vous pour vous vider cette poche-là et vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur. Là-dedans, vous voyez des tournevis. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec des tournevis? Et une cuillère en bois qui serait mieux dans la cuisine que dans un sac de couturière. Ça aussi, ça fait partie de mes insolites. Vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez apprendre des trucs, j'espère. Alors ça, à mon avis, vous êtes nombreuses à connaître ce bidule. C'est un retourne-bride. Voilà, quand on fait un tube, un tuyau, une bride, une bretelle en couture, on se sert de ça. Alors c'est assez délicat à prendre en main. Ça peut être dangereux. Ça peut détériorer un tissu, donc il faut faire gaffe, il faut faire bien attention quand on utilise ça, parce que c'est quand même une petite griffe qui va retenir le haut du tissu pour vous permettre de retourner. Alors il y a plein de méthodes pour retourner des tas de bidules. Une des méthodes quand on a une pâte qui est fermée à une extrémité, eh ben, c'est de l'enfiler sur une cuillère en bois et de pousser tout bêtement et de la récupérer à l'autre bout, retourner. Donc c'est pour ça aussi que j'ai cette cuillère en bois. Cette cuillère en bois, elle me sert à autre chose également. Par exemple, quand vous voulez repasser une couture ouverte sur une petite patte qui est très étroite, alors que ce soit une bandoulière pour un sac ou une bretelle ou que sais-je, enfin bon, vous avez un tube donc de tissu que vous avez cousu et vous voulez écarter votre couture. Une jeannette, c'est trop gros. On n'a pas tous des jeannettes en bois avec des structures différentes, avec des tailles différentes. Ben, il suffit simplement d'enfiler votre tube sur votre cuillère en bois. Le bois résiste à la chaleur. Et vous pouvez passer votre fer à repasser pour... Alors c'est un peu rock'n'roll, hein, mais ça rend bien des services, vous voyez. À la fois pour retourner des brides et pour repasser les coutures sur une bretelle, une petite bride, voilà. Ok. Et puis dans le genre retournage de bride, il y a ça aussi. Ou alors pour passer un élastique. Ça peut être assez sympa de passer un élastique avec ça. C'est vachement plus pratique que l'épingle à nourrice. Quoique l'épingle à nourrice, c'est un grand classique, ça marche à tous les coups. Mais ça, je sais plus avec quoi ça m'avait été livré. Je crois que je l'ai reçu en cadeau avec je sais plus quoi. Et c'est vrai que quand je m'en sers pour passer un élastique, je trouve ça formidable. Donc en gros, vous passez l'élastique là-dedans. Si vous voulez lui faire un tour et puis l'épingler pour qu'il reste en place, vous pouvez. Hein. Mais des fois, quand l'élastique est plus gros que le trou, bah, il tient bien. Vous passez cette extrémité dans la ceinture, par exemple, d'un short, d'un pantalon, tac, tac, tac. Vous allez jusqu'au bout et votre élastique, il a fait tout le tour de votre ceinture, il est passé. En une fois. Vous voyez, donc ça, c'est vachement pratique. Je ne saurais pas vous dire si ça se vend à part tout seul, comme ça. J'en ai aucune idée. Voilà, je l'ai reçu un jour dans un colis. Ça, c'est une belle baguette japonaise. Donc évidemment les baguettes ou baguettes chinoises, peu importe, pareil, pour retourner des petites brides, c'est bien pratique. Voilà, tout ça c'est mes méthodes de retournement, en plus des épingles à nourrice. Et puis ça, tout bêtement, c'est couillon, hein, mais quand on nettoie une machine à coudre, ou qu'on doit la réparer, ou qu'on doit... c'est important d'avoir des tournevis, alors essentiellement des cruciformes, parce que souvent la vis sur le côté du coffre de la machine, c'est un cruciforme, mais parfois il arrive que ça soit une vis droite, donc voilà, j'ai les tournevis qui vont bien pour pouvoir dépanner mes élèves quand elles sont ennuyées. Alors je suis pas réparatrice de machine, hein, moi tout ce qui est... je répare que le minimum de mécanique, je vous apprends à nettoyer vos machines, à les entretenir, à les démonter, remonter, voilà, ça s'arrête là, hein. Je suis pas réparatrice de machines, heureusement qu'il y a des gens dont c'est le métier, et il y en a de moins en moins malheureusement, donc si certains d'entre vous se sentent attirés par le métier de réparateur de machines à coudre, à mon avis, il y a un marché, parce que moi j'ai le mien, je le connais, je le recommande à tout le monde, mais il y en a de moins en moins, donc voilà. Je crois que cette vidéo est terminée, on a fait le tour. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous savez que je réponds toujours à toutes vos questions. Et voilà mes petits chats, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à partager si vous le souhaitez. À bientôt. Bien sûr, en description, mon petit cadeau, ainsi que des liens très instructifs.